1990. Février. Tempête Viviane sur l'Europe. Toit du Mayen familial centenaire arraché. Mars. Méningite. Perte de l'ouïe et de l'équilibre. J'avais 3 ans et demi. Je suis sortie de l'hôpital en chaise roulante puisque je n'arrivais plus à me tenir debout, encore moins à marcher. Je n'entendais plus rien. Je n'ai pas seulement perdu l'ouïe et l'équilibre, j'ai perdu le lien. Le mantra familial était « la vie est dure ». Les émotions n'avaient pas leur place, elles ne pouvaient pas être exprimées. Mon handicap était nié. Tu es normal, tu es comme les autres. Laisse les cheveux en bas, on ne voit pas tes appareils. J'avais commencé à parler peu avant la méningite. J'ai fait une dizaine d'années de logopédie pour maintenir la voix à un niveau normal. Ça a participé au déni. Les autres me renvoyaient l'image que rien ne clochait, qu'il n'y avait pas de différence. Je n'étais pas acceptée telle que j'étais. Je ne pouvais donc pas m'accepter telle que j'étais. J'ai vécu dans la honte et la culpabilité. J'ai protégé mes proches. Je les ai préservés de ma différence. J'avais intégré que je devais les cacher, ne surtout pas déranger. Un handicap invisible, une voix normale, de quoi maintenir l'illusion, le déni total. Je n'ai pas connu l'innocence de l'enfance, je ne me suis jamais sentie libre. J'avais une pression de la réussite énorme pour pouvoir être aimée et acceptée, malgré ma différence. J'ai énormément souffert durant 25 ans, jusqu'au point de non-retour. C'était en janvier 2016, un événement qui est survenu un jour que je me trouvais hors de ma zone de confort, sans protection. Un incident banal et tout qui s'écroule. D'une minute à l'autre, j'ai compris que la communication était quelque chose de facile, mais pas pour moi, et que ça ne le serait jamais. J'ai compris que j'étais sourde. J'ai encaissé la réalité d'un coup. Le mur des illusions s'est écroulé. C'était brutal. J'ai pleuré, j'ai hurlé. Petit à petit, accueillant la douleur, j'ai compris que je n'étais que la construction de ce qu'on attendait de moi. Je n'étais pas moi-même, je ne savais même pas qui j'étais. Ma confiance était réduite à néant. En fait, je ne l'avais jamais construite. Je me raccrochais simplement à des schémas extérieurs, à des croyances, à ce que je pensais être juste. Ce fut le début d'une longue reconstruction. Toutes les émotions refoulées faisaient surface en masse. J'ai dû apprendre à cesser d'entrer en résistance envers elles. J'étais dans un état de décompensation, de fatigue extrême. Mon corps était détruit à l'intérieur. Être en contact avec des gens, même sans échange, était insupportable. À chaque interaction, je me rendais subitement compte à quel point je me suradaptais, à quel point j'avais poussé mon corps et mon mental au-delà de leurs capacités, au-delà de leurs limites, et cela m'est devenu intolérable. Ma priorité fut de m'isoler. J'ai rejoint le Mayen familial, entre-temps reconstruit. Les conditions étaient dantesques, mais elles me ramenaient continuellement à la réalité, à l'instant présent, ce dont j'en avais grandement besoin. Les hivers y sont interminables, 6 mois dans la neige, 3 mois sans soleil. Ce fut aussi l'occasion de tester mes limites, de prendre conscience que non, je n'étais pas normale, que je n'avais pas les mêmes capacités que tout le monde. Quand je devais rentrer chez moi de nuit depuis la voiture en pleine tempête de neige, la suradaptation est devenue caduque. Aucune visibilité à travers les flocons qui fouettent le visage, aucune stabilité dans la poudreuse au sol. Je tombais et parfois, je n'arrivais même plus à me relever. Et pourtant, ce qui m'a le plus aidé durant ces 4 années passées au Mayen, c'est la nature. Elle m'a accueillie telle que j'étais, elle m'a acceptée, elle m'a protégée. Cette même nature qui avait arraché le toit du Mayen, jamais je n'ai senti menaçante. Elle m'a permis d'entrer en contact avec ma vraie nature, d'explorer, de partir à la découverte de moi-même. Grâce à ce soutien, cet ancrage quotidien, j'ai pu descendre, explorer les profondeurs, réaliser un nettoyage à travers mes doutes et souffrances, explorer mon identité. Ce fut un long et intense cheminement. Tout au long de ce cheminement, j'ai tenté de capter les rares repères intuitifs que je pouvais trouver. J'avais aucune confiance en moi. Ça fait un moment, j'avais une confiance absolument inébranlable quand je photographiais.
J'ai expérimenté en photographie jusqu'au jour de novembre 2010 où j'ai réalisé cette photographie. J'ai mis en scène, j'ai cadré, et là j'ai compris, c'était juste, tout était aligné, équilibré. Je ne pouvais pas louper cette photographie. Et puis quand je l'ai partagée, les gens ils se l'ont approprié, et j'ai adoré ça. Ils me racontaient des histoires, ils me racontaient ce qu'ils ressentaient. Et là, je me suis rendu compte, il n'y avait pas d'entrave dans la communication. Une photographie, c'est le silence. Il n'y a pas de son à capturer, pas de son à gérer. C'est aussi une photographie, au moment où je l'ai réalisée, j'ai senti que tout était juste aligné. Et qui a aussi donné lieu à des interprétations qui m'ont fascinée. Par exemple, en rapport avec l'aspect mystique du personnage, mais également le lien que l'homme entretient avec son milieu naturel. Ici, le contraste du plastique, avec un glacier emblématique qui font à vue d'œil. J'adore mettre en scène les contrastes. J'adore prendre des éléments dissonants et les faire fonctionner sur une image. En fait, je vis au quotidien l'absurdité. J'ai besoin de donner du sens en permanence, même en l'inventant. Et puis, il y a quelque chose que j'ai remarqué tout au long de ma pratique photographique, c'est que les contraintes imprévues me rendent plus créative. Si j'arrive à ne pas entrer en résistance, mais à m'adapter, alors la photo est encore plus réussie. Et puis aussi, tous ces gens qui posent pour moi, qui m'invitent à participer à des expositions, ils me font confiance. Ils connaissent ma différence, ils connaissent mon délire. Ils s'impliquent, ils partagent, ils valorisent. Dernièrement, on m'a invité à participer à une expo sonore. Artiste visuel sourde, exposition sonore. C'est génial, non? La vidéo que vous avez vue tout à l'heure, elle a été réalisée dans le cadre de cette exposition. C'est le son qui a été capté dans mes appareils auditifs. Pourquoi mettre des appareils auditifs? En ce moment, je ne les ai pas. Je suis dans le silence le plus complet. Je ne m'entends même pas parler. Je suis dans une bulle. C'est une sensation que j'ai découverte que très récemment. Parce que quand j'étais petite, on m'a fait comprendre que ces appareils étaient indispensables. Alors j'avais une peur bleue qui tombe en panne, de les perdre. Aucune goutte d'eau vient endommager la mécanique, parce que j'avais l'impression que ma vie allait s'arrêter sinon. En fait, je suis devenue sourde. Et le premier réflexe, ça a été de me réparer. Pas accepter, réparer. Bien sûr, mes parents étaient complètement démunis par la situation. Puis le corps médical, évidemment, va privilégier la réparation, l'appareillage. Mais dans mon cas, c'est une réparation inaboutie. En fait, mes lunettes, quand je les ai pas, catastrophe. Mais quand je les mets, j'ai une récupération à quasiment 100%, je me débrouille. Mais mes appareils auditifs, c'est pas ça du tout. C'est entendre des sons qui sont électroniques, pas qualitatifs, saturés, que je ne reconnais pas, que je ne géolocalise pas. Alors évidemment, mes proches se sont bien rendus compte que ce n'était pas si facile parce que je n'ai jamais pu téléphoner, je n'ai jamais pu comprendre la radio ou la télévision. Mais j'ai l'impression que cette illusion de réparation, elle a participé au déni. Et puis aussi, j'ai le sentiment que la société ne veut pas s'adapter. C'est à la personne handicapée de s'adapter. Puis s'il ne peut pas le faire, on le met un petit peu de côté pour pas qu'il dérange trop. J'en veux à personne. Mes proches, je suis convaincue qu'ils ont fait tout leur possible. Seulement, ils avaient leur propre bagage. Et ils vivaient avec les codes de la société. Et un des codes, c'est la réussite à tout prix. Ils voulaient que je réussisse. Alors évidemment, j'ai été un modèle de réussite, malgré un handicap. Mais à quel prix? Et puis un jour, j'ai accepté de demander de l'aide. J'avais jamais fait ça, malgré un handicap.
Mais c'était d'une trop lourd, j'arrivais plus à porter, j'arrivais plus à gérer. J'ai dû apprendre à demander de l'aide, à recevoir de l'aide, à faire face au refus, au rejet. Ça a été dur. Puis un jour, j'ai compris. Ça indiquait simplement la meilleure direction. Et petit à petit, les choses ont commencé à devenir évidentes, exactement comme lors de mes meilleures prises de vue, où tout était équilibré, aligné. Et alors, il y a un cercle vertueux qui se met en place. Parce que plus j'ai confiance, plus je chose, plus je prends mes responsabilités, plus je passe à l'action. Et des belles choses en découlent, et ça renforce ma confiance, et ainsi de suite. Imaginez que ce soit comme ça pour tout le temps, avec tout le monde. Mais à quel point le quotidien, il deviendrait simple, fluide pour tous. Si seulement chacun prenait le temps de s'écouter, de partir à la découverte de sa propre nature, de s'ouvrir à l'autre, d'explorer la différence comme une richesse. Mais alors, le monde ne serait que plus beau, plus humain, plus authentique, plus inclusif, naturellement. « 2020, j'ai pu me reconstruire et découvrir mon identité au contact de la nature, dans ce Maya qui fut retapé en famille après la destruction liée aux intempéries en 1990. C'est en remarquant que je n'avais pas réagi depuis mon lit d'hôpital au bruit d'un objet tombé et en transmettant cette information au médecin que le bon diagnostic a pu être posé et que j'ai reçu le traitement adéquat contre la méningite avant que l'atteinte ne dégénère encore plus. Ma surdité m'a sauvé la vie.